puissiez être à dans vos entreprises ou dans vos organisations dans l'après-midi. Voilà, nous nous réunissons aujourd'hui pour un rappel, bien sûr, la loi MAPTAM, hein, la loi, excusez-moi, je vais l'enlever parce que j'ai trop de buée. La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Donc la conférence métropolitaine des maires élabore dans les 9 mois qui suivent chaque renouvellement général des conseils municipaux un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la métropole et les communes situées sur son territoire. Alors selon la loi, il fixe pour la durée du mandat la stratégie de délégation de compétences de la métropole aux communes et des communes à la métropole de Lyon. Alors, ce pacte est arrêté par délibération du Conseil de la métropole après consultation des conseils municipaux des communes situées sur son territoire. Donc, nous allons délibérer lundi 15 mars, donc en Conseil de la métropole, sur ce pacte de cohérence métropolitain. C'est pour ça que ce vendredi 12 était la dernière limite pour que les conseils municipaux donnent leur avis. Ce pacte a été débattu et adopté lors de la séance du 29 janvier 2021 de la conférence métropolitaine des maires, à la majorité simple des maires des communes situées sur son territoire. Voilà, et il est soumis pour avis aux conseils municipaux avant, évidemment, son vote définitif. Le rapport est succinct parce que comme vous aviez déjà le projet, on a mis les éléments essentiels. Alors les éléments de synthèse du projet du pacte, c'est bien évidemment dans un premier temps les principes structurants de la relation métropole conférence territoriale des maires communes, puisque vous savez que le territoire de la métropole est donc organisé en différentes instances, bien sûr le conseil de la métropole, la conférence métropolitaine des maires qui réunit les 59 maires de l'ensemble du territoire de la métropole de Lyon et les conférences territoriales des maires qui réunit les maires des CTM. Et vous savez que Sainte-Foy-lès-Lyon, pour rappel, est membre de la CTM Val d'Iseron, où il y a 7 communes. Alors, il propose 7 axes de coopération. Je vous les cite: revitalisation des centres-bourgs, éducation, mode actif, trame verte et bleue, alimentation, production et lutte contre le gaspillage, logement, accueil, hébergement, et notamment digne, abordable et de qualité, développement économique responsable, emploi et insertion. Et bien évidemment, ce projet de pacte métropolitain consacre la poursuite de 6 domaines de coopération que l'on connaissait déjà lors du précédent mandat: action sociale, santé, culture, sport, vie associative, propreté, nettoiement, politique de la ville, maîtrise et accompagnement du développement urbain. Alors, à la suite du vote du Conseil du pacte de cohérence métropolitain lors du Conseil de la métropole du 15 mars, donc de lundi, chaque CTM aura donc 9 mois, donc jusqu'au mois de décembre en fait, pour élaborer un projet de territoire 2021-2026. Voilà, donc c'est évidemment un projet de territoire par CTM qui suppose la concertation entre les communes de toute conférence territoriale des maires et la métropole bien sûr, et ça permettra évidemment de cibler les actes stratégiques du pacte et tous les domaines de coopération que chaque conférence territoriale des maires voudra bien porter sur le territoire, et bien sûr des projets qui vont être associés à ce grand projet de CTM. Voilà, il doit être adopté bien sûr par chaque CTM, c'est tout à fait logique. Le projet de territoire est ensuite délibéré dans les conseils municipaux, donc nous serons amenés à vous présenter d'ici fin décembre un projet de territoire pour la CTM Val d'Iseron, et puis bien évidemment, il sera délibéré en conseil de la métropole. Donc ça sera sur l'année 2022 évidemment, puisqu'on doit l'adopter avant fin décembre. Voilà, et bien évidemment, deuxième partie du pacte importante, c'est le volet financier du pacte de cohérence métropolitain. Le rapport vous rappelle les moyens alloués pour mettre en œuvre ce pacte de cohérence métropolitain. L'enveloppe financière territoriale de 200 millions d'euros, donc qui est allouée à l'ensemble des collectivités territoriales. C'est pas 200 millions par CTM, c'est au total sur l'ensemble du mandat 2021 à 2026. Donc c'est bien sûr le financement d'opérations d'aménagement et du domaine public via, vous vous souvenez, on l'avait bien expliqué, le fonds d'initiative communale, ce qu'on appelle le FIC,
et les actions de proximité qu'on appelle la prox dans nos opérations concrètes et dans notre travail concret avec les techniciens de la métropole. Alors, ce volet territorial pour des opérations d'aménagement du domaine public est de 110 millions d'euros sur le mandat pour l'ensemble des communes, pour 59 communes. Et c'est le financement de projets opérationnels inscrits dans les 7 axes stratégiques du pacte dont on a vu pour 82 millions d'euros sur le mandat pour l'ensemble des CTM aussi. Donc on est bien là-dessus. Alors évidemment, ce projet de pacte, pour sa mise en œuvre et travailler un chantier, et évidemment l'approfondissement de la territorialisation de certains services et des politiques publiques obligatoirement, et un dispositif d'ingénierie territoriale que l'on demande à être conforté, puisque évidemment les techniciens, villes, métropoles sont amenés à travailler ensemble à l'échelle des CTM. Voilà, donc les 59 communes sont appelées à donner leur avis sur ce projet de pacte. Voilà, je ne vais pas plus loin sur la délibération, puisque de toute façon, elle disait tout. Vous avez, chaque élu municipal a bien eu le projet de pacte depuis relativement longtemps. Donc, je suppose que vous avez des remarques à faire. Je vous laisse sur les remarques. Alors, les questions... à part ce qui me concerne et mon avis et l'avis de la ville de Sainte-Foy, je suis capable de répondre. Maintenant, les questions qui concerneraient la métropole, je ne vais pas pouvoir y répondre directement. Mais je vous laisse la place sur toute information, remarques que vous souhaitez faire. Voilà, on a ce temps-là ensemble pour débattre. Et évidemment, je vous donnerai, avant de passer au vote, je vous donnerai évidemment ma position en tant que maire, la position de l'équipe majoritaire, et puis... et ce qui va suivre. Voilà, je vous laisse la parole, Monsieur Depardieu. Merci Madame le maire. Alors si on ne peut que soutenir la volonté de revitaliser les centres-bourgs, qui est l'objet de l'axe stratégique numéro 1, pour le reste, l'axe 2, éducation, un focus est fait sur le sport, la culture ou encore la transition environnementale. Mais au-delà du décrochage scolaire, qui est déjà une conséquence et non une cause, rien n'est dit sur l'essence même de l'éducation, de l'apprentissage des bases. Alors, d'après une étude de décembre 2020, les élèves français en classe de CM1 et 4e sont en maths et en sciences parmi les moins bons de l'Union européenne. Pourquoi la métropole de Lyon ne s'attaque-t-elle pas à cet angle essentiel? Concernant l'axe 3, modes actifs, la volonté d'aménager le territoire au sol fin des cyclistes et accessoirement des piétons se fait au détriment des automobilistes, des libertés individuelles et de l'économie locale, puisque tout est fait pour opposer les uns contre les autres et dégoûter les automobilistes sans leur proposer de solutions alternatives. Et tout cela au nom d'un soi-disant bilan carbone, alors que la France est le meilleur élève européen en la matière. Et quand on nous parle de qualité de l'air, ce n'est pas en congestionnant la ville et en générant des kilomètres de bouchons qu'on va l'améliorer. Cet axe est purement idéologique et il se fait au détriment de l'économie locale qui souffre déjà de la crise sanitaire. C'est un suicide collectif programmé. Concernant l'axe 4, trame verte et bleue, bienvenue en Absurdistan, à l'instar de ce qui a été mis en place dans d'autres instances territoriales, parce que ces études, création de comités de pilotage, associations, antennes, etc., sont des usines à gaz permettant de sucrer les copains. Des écolos bobos urbains se décrètent experts de la ruralité pour recréer la campagne à la ville. On ne peut pas métropoliser d'un côté et nous vendre de la biodiversité et des corridors écologiques de l'autre. L'urgence n'est-il pas de conserver nos espaces verts en périphérie, au lieu d'imposer, comme le fait aujourd'hui la métropole, toujours plus de logements pour toujours plus de logements sociaux? La métropole ne peut pas demander aux communes toujours plus de programmes immobiliers et vanter de l'autre de pseudo-corridors écologiques. Concernant l'axe 5, l'alimentation, de la production à la lutte contre le gaspillage, cet axe devrait permettre l'adoption d'un projet alimentaire du territoire lyonnais. Inutile de s'étendre quand on sait qu'une des premières mesures de la majorité a été d'imposer un menu végétarien tous les jours de la semaine aux élèves de Lyon. Cette dérive idéologique n'augure rien de bon. Concernant l'axe 6, logement, accueil, hébergement digne, abordable et de qualité, derrière ce programme proposant de la justice sociale, les habitants de la métropole de Lyon ont bien du souci à se faire, notamment les Philésiens. Accélération de la bétonisation pour proposer toujours plus de logements. Pas de possibilité pour la commune de prioriser l'attribution de ces logements sociaux. C'est la métropole qui affecte les logements prioritairement aux sans domicile fixe, en fait le plus souvent des migrants. Objectif également affirmé, lutter contre la vacance
En d'autres termes, réquisitionner tous les bâtiments inoccupés pour permettre de loger des SDF. Alors, plus on trouve de logements, plus on génère un appel d'air à l'immigration, qu'elle soit légale ou illégale. Pas sûr que tout cela se fasse dans l'égalité des territoires. En plus, tout cela a un coût. Enfin, axe 7, développement économique, responsable, emploi et insertion. Cet axe n'est envisagé que sous l'angle de l'insertion. La relance et le développement économique ne se feront pas uniquement avec les écoles de la deuxième chance et tous les jeunes en décrochage scolaire. Certes, cette population ne doit pas être oubliée, mais elle ne doit pas consacrer 100% des attentions de la métropole. Un développement économique responsable impose de s'adresser à tous et pourquoi pas aux plus motivés, avec des bourses aux plus méritants par exemple. En conclusion, ce pacte pue l'idéologie gauchiste qui tente à brader notre territoire par un nivellement vers le bas, avec des mesures suffisamment fortes pour finir de faire les poches des contribuables et leur ôter le peu de liberté individuelle qui leur restait. Je voterai donc contre. Merci, Monsieur Depardieu. D'autres interventions? Monsieur Gillet. Oui, évidemment, ce qui vient d'être dit, je suis absolument contre. Tout ce qui vient d'être dit, il n'y a pas une seule phrase sur laquelle je suis pour. Moi, j'ai été élu pendant 12 ans conseiller métropolitain et j'ai vu ce que la ville pouvait recevoir de la métropole et apporter à la métropole quand on était dans une opposition systématique et quand on était dans un esprit d'ouverture. J'ai appartenu à plusieurs commissions dans le deuxième mandat, le premier mandat de Mme Sarcelli, où il y avait une opposition farouche de la ville de Sainte-Foy-les-Lyons et de Mme Sarcelli au sein de la métropole. Et quand j'étais en commission, sport, culture, urbanisme, économie, à chaque fois, on parlait de communes qui recevaient des subventions, qui avaient des projets, et la ville de Sainte-Foy était systématiquement oubliée. Je trouve ça très dommage. On fait partie de la métropole de Lyon, il faut en tirer tous les avantages et apporter toutes nos compétences. Ce qui est important, c'est le projet territorial de la 7e Val d'Iseron. Là, il faudra construire un vrai projet au niveau du bassin de vie. Et là, il faudra qu'on s'exprime là-dessus. Mais au niveau du pacte métropolitain, notre groupe, Philippe Chimis s'exprimera après moi, on votera pour, parce qu'il n'y a rien de choquant dans ce qui est proposé, puisque c'est proposé d'un partenariat. Le partenariat, on en fait ce qu'on veut, mais il ne faut pas s'opposer d'une façon systématique. Merci, Monsieur Gillet. Autre intervention, Monsieur Schmitt. Je vais prendre la suite, comme ça ce sera fait en ce qui nous concerne. On a évidemment arrêté une position qui est venue assez facilement. Je crois qu'il ne faut pas confondre le fond et la forme. On est sur un outil méthodologique avec ce pacte de cohérence métropolitain qui gouverne les relations que va entretenir la ville de Sainte-Foy avec la métropole. Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas considérer que la ville de Sainte-Foy est un village gaulois, c'est une expression qu'on entend, au sein d'une métropole impériale. Il ne faut pas perdre de vue que la métropole, c'est en termes de capacité d'intervention sur le territoire, c'est 2,5 fois les capacités financières de la ville de Sainte-Foy-les-Lyons. Et je ne parle même pas des services collectifs, des transports, des déchets, de l'eau, de l'assainissement, et j'en oublie. Alors, je pense qu'on a suffisamment de désaccords de fond. Vous avez suffisamment, Monsieur Depardieu en a exprimé, on a suffisamment de désaccords de fond avec les orientations de la majorité métropolitaine sur ce mandat, pour pas rajouter un désaccord sur un point de forme qui, au demeurant, est assez semblable à celui qui présidait sous le précédent mandat aux relations entre les communes et la métropole, donc qui ne reflète pas le projet politique sur lequel on peut évidemment être en désaccord de la majorité métropolitaine. Donc il n'y a absolument aucune raison effectivement de s'inscrire sur ce point-là dans une opposition. Bernard Gillet l'a exprimé, nous voterons, nous donnerons un avis favorable sur ce pacte métropolitain.
Merci, Monsieur Schmitt. D'autres interventions? Oui. Les personnes? Ah, Madame Latulière. Nous allons intervenir tous les quatre, l'un après l'autre, parce qu'on va mettre des focales très précises sur ce qui nous semble différencier ce nouveau pacte de cohérence métropolitain du précédent. Ce sont les 7 axes stratégiques prioritaires. Ce ne sont pas, comme vous disiez en préambule de votre intervention, des axes de coopération, vous l'avez redit après, ce sont des axes stratégiques prioritaires définis par le Conseil de la métropole et qui constituent le cœur de ce nouveau pacte, puisque les pôles de coopération existaient antérieurement et vont continuer d'exister. Ce pacte métropolitain, comme l'ont dit Bernard Gillet et Philippe Schmitt, appelle de notre part une indispensable coopération au niveau de notre commune avec la métropole et bien sûr en intercommunalité au niveau de la CTM pour une mise en œuvre des choix que nous partagerons au niveau métropolitain. Sainte-Foy n'est pas un village gaulois qui va continuer de se fortifier. Et ce sera un partage équitable et bénéfique à tous les grands Lyonnais. Nous avons choisi de mettre la focale sur 3 de ces axes stratégiques qui nous importent particulièrement. Le premier concerne la revitalisation, dynamisation de nos centres-bourgs. Quand on a réfléchi à la question, on s'est dit centre-bourg au centre de Sainte-Foy. Mais nos centres-bourgs, nous, ils sont un peu dispersés puisque vous savez que Sainte-Foy est une mosaïque. Donc nous avons des centres-bourgs à Bonon-la-Gravière, à La Plaine, à Saint-Luc-Chavril et au centre. Donc le premier axe nous importe particulièrement et nous allons flécher des pistes de réflexion qui, nous l'espérons, pourront être travaillées en CTM. Le 5e axe autour de l'alimentation nous importe aussi beaucoup, la production et la lutte contre le gaspillage. Et le 7e sur le développement économique responsable, l'emploi et l'insertion. Donc c'est Faiza qui va commencer sur le premier axe, revitalisation, dynamisation de nos centres-bourgs. Merci. Donc la revitalisation des centres-bourgs, pour nous, est un axe qui nous semble pertinent au regard de la topographie de notre territoire et des enjeux et objectifs du pacte de cohérence métropolitain, qui répondent au maintien de notre dynamisme et aux perspectives d'ouverture de notre ville vers l'avenir. La réhabilitation de l'habitat en centre-ville, le maintien des commerces ainsi que la mise en valeur de la préservation de l'espace public et du patrimoine vert et architectural sont une des clés de voûte de l'attractivité des villes. L'enjeu est d'amorcer une vraie transition dans un sens pour améliorer la qualité de vie des habitants et ainsi soutenir les commerces de proximité. La particularité de notre ville, c'est qu'elle est multiple, avec plusieurs quartiers, comme l'a dit Yvette, ayant chacun son identité. Et la revitalisation des centres répond pour nous au respect et à la valorisation de chacune d'entre elles. À l'heure de la Covid, nous avons constaté une réelle modification de nos modes de consommation, développement du click and collect, un réel engouement pour la consommation de produits bio et locaux auprès de nos commerces de proximité. Pour préserver cette proximité des commerces d'un quartier avec ses habitants et permettre ainsi un maillage de nos territoires et par conséquent éviter la désertion des magasins dans un quartier, l'amélioration de la qualité de vie de nos habitants pour nous est primordiale. La préservation et la création d'espaces végétalisés dans différents bourgs, que ce soit dans le centre avec le Clos Cardinal, mais aussi à Bonan ou à La Plaine, pour répondre aux épisodes de canicule récurrents pour les plus fragiles. Pour nous, il faut aussi permettre la réalisation d'aménagements pour apaiser certains quartiers. Pourquoi pas proposer, comme c'est proposé dans l'axe 3, des villes à 30 km/h sur une partie de la circonscription et ainsi permettre un effet domino sur d'autres villes qui seraient partenaires, enfin qui sont présents sur le CTM du Val d'Iseron. Permettre la mutualisation des moyens dédiés au commerce tout en bénéficiant de l'expertise proposée par la métropole est pertinent dans la gestion des déchets, par exemple, mais aussi permettre de mettre en exergue le savoir-faire d'autres communes et pourquoi pas partager le nôtre. L'apport en ingénierie aux communes par le développement de lieux de dispositifs d'affichage libre ne pourront être que bénéfiques à nos acteurs sociaux. Si cet axe répond à plusieurs critères, il entre en parfaite cohésion avec le plan Action Cœur de Ville et ainsi l'amélioration du cadre de vie des habitants. Le maintien et le développement économique permettent d'interagir avec les acteurs privés et publics. Les dimensions économiques, sociales, urbaines et territoriales de cet axe stratégique sont en adéquation avec les attentes de nos concitoyens et plus globalement cohérentes avec les besoins des différentes communes représentées dans la circonscription. Tout ceci pour permettre d'aller plus vers plus d'intercommunalité. Merci. Merci Madame Yobi.
Donc, je continue avec le 5e axe, si vous permettez, sur l'alimentation, la production et la lutte contre le gaspillage. À l'heure de la relocalisation des emplois et de la nécessaire revitalisation économique de tous les territoires, il est un secteur où notre commune, comme d'autres de la circonscription, peut prendre une part active. C'est celui de la reconquête de terres agricoles et de la réinstallation à Sainte-Foy de maraîchers. En effet, nous avons sanctuarisé notre ceinture verte, mais il y a là des hectares de potentielles terres agricoles nourricières à redévelopper dans une démarche agroécologique. En plus d'emplois, nous relocalisons des productions par création de filières courtes, locales et respectueuses de la santé et de l'environnement. Du coup, nous pouvons même envisager de parvenir plus facilement à remplir les objectifs de la loi Egalim de 2018 qui a fixé des objectifs précis pour la restauration collective publique. Vous les connaissez bien, 50% de produits locaux, dont 20% de l'agriculture biologique au 1er janvier 2022. Objectif que nous avons tous voulu dépasser dans le cadre de nos programmes de campagne. Oui, il nous faudra atteindre le 50%, puis le 100% bio et local d'ici 2030. Quelle meilleure façon d'y parvenir que celle qui consiste à retrouver sa souveraineté alimentaire, qui sera réfléchie dans le cadre d'un pacte alimentaire territorial métropolitain. Au moins cette souveraineté nous est-elle nécessaire pour nourrir ceux dont le souci est la première compétence de nos communes, les enfants de nos écoles maternelles et élémentaires. L'offre d'ingénierie portée par la métropole à destination des communes autour de l'alimentation et de la restauration collective nous permettra concomitamment de partager de bonnes pratiques en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire et de proposer des formations aux agents de la restauration collective publique pour leur monter en compétences en matière de transition alimentaire. Donc vous voyez que dans toutes ces perspectives, on est toujours en réflexion avec nos partenaires que sont les autres communes de la circonscription et avec nos partenaires que sont les services de la métropole, notamment sur des propositions de formation adaptées aux évolutions générées par l'ambition nécessaire aujourd'hui d'assumer la transition écologique et solidaire. Jusqu'au début des années 2000, Sainte-Foy disposait encore d'une cuisine centrale pour alimenter ses restaurants scolaires. Pour des raisons de facilitation logistique, approvisionnement, personnel communal nécessaire et des raisons économiques, la ville y a renoncé, optant alors pour des livraisons par liaison froide par des prestataires spécialisés. À l'heure de la limitation des polluants liés au transport et aux matériaux et modes de production, ce temps est révolu. Il faut rapprocher la cuisine pour nos enfants de nos territoires en recréant une cuisine centrale à Sainte-Foy ou en la mutualisant avec une commune voisine. Bien sûr, cette cuisine pourrait aussi nourrir les résidents de Beau-Soleil, voire les agents de la commune ou autres. Vous l'avez bien compris, cette question de souveraineté alimentaire de notre territoire communal et intercommunal est pour nous essentielle et participera activement à sa résilience. Au moment où il nous faut faire face aux enjeux vitaux que sont ceux du changement climatique, ces projets nous promettent un avenir plus serein et créateur de liens renouvelés avec notre écosystème fidésien. Nous nous en réjouissons et nous souhaitons que vous saurez porter des projets aussi ambitieux. Merci. Merci Madame la Tuilière. Excusez-moi, je passe la parole à pardon. Serge. Non, mais c'est parce que pour l'enregistrement, je suis obligée de dire les noms à chaque fois. Monsieur Replumaz. Monsieur Coupiac, je sais pas. Il en manque deux à s'exprimer. Monsieur Replumaz. Merci de me donner la parole. Je voudrais intervenir concernant l'axe stratégique numéro 7 qui fixe les objectifs et enjeux repérés pour le développement économique responsable, l'emploi et l'insertion. Quand bien même nous soutenons la plateforme numérique qui va voir le jour pour nos commerçants localement, je voudrais insister sur le fait que la crise économique est devant nous et que nous allons la subir de plein fouet à la suite de la crise sanitaire qui, elle, est encore en cours. Excusez-moi. En effet, il faut aller bien plus loin et nous mobiliser collectivement pour sauver nos emplois sur notre bassin de vie. Cet axe nous semble donc essentiel. Et il faut le faire avec des actions très concrètes et pragmatiques et partagées avec les autres maires et communes de la conférence territoriale des maires Val d'Iseron, que sont Charbonnières, Francheville, Tassin, Craponne, Marcy-l'Étoile et Saint-Genis-les-Olières. Alors nos propositions seront très concrètes. À quand le développement d'espaces de coworking sur Sainte-Foy-les-Lyons? Ces espaces existent sur Tassin et Francheville. À quand celui de Sainte-Foy qui permettra aux micro-entrepreneurs fidésiens d'être un accélérateur de business pour trouver des clients ou des prestataires par le bouche à oreille, de rendre visible leur entreprise, de travailler dans un environnement professionnel plus ouvert, donc plus productif, de créer un meilleur équilibre de vie entre domicile et travail, de rapprocher son lieu de travail de son domicile.
De nombreux micro-entrepreneurs fidésiens attendent avec impatience un tel lieu, permettant des échanges entre porteurs de projets et entrepreneurs, avec des personnes en recherche d'emploi ou en reconversion professionnelle, des salariés en télétravail qui n'ont pas chez eux un espace adapté pour travailler sereinement, des étudiants ou stagiaires dépourvus de cadres de travail calmes et stimulants, d'entreprises qui souhaitent tout simplement recevoir un client ou organiser une formation. Des espaces municipaux disponibles existent et pourraient répondre à de tels objectifs. L'ancienne caserne des pompiers, par exemple. Qui plus est, le REFI pourrait être associé pour accompagner la création d'un tel espace. À quand des moyens pour aider les commerces de proximité à se développer? Je pense par exemple au boucher qui est parti, il doit y avoir 10 ans maintenant, de la Grande Rue, en centre-bourg. Qu'attendons-nous pour favoriser l'implantation d'un commerce de proximité en lieu et place d'une vitrine désespérément vide et fermée? À quand la création d'emplois locaux comme des jardiniers ou maraîchers municipaux permettant de relocaliser les terres agricoles sur une partie de la ceinture verte, comme l'a développé à l'instant Madame Latulière dans son intervention? À quand une épicerie sociale et solidaire sur Sainte-Foy-les-Lyons, l'ancien bar appartenant à la Fédération du bâtiment, plutôt qu'être continuellement tagué, pourrait être une excellente vitrine pour une telle activité sur la rue Comenan-Charcot. La commune doit être à l'initiative pour impulser et favoriser une telle dynamique. À quand l'accueil d'initiatives associatives comme les petites cantines, espaces de création de liens sociaux, en plus de celles et de Vèze et Perrache, sur l'ouest lyonnais par exemple, en premier lieu sur Sainte-Foy-les-Lyons et le quartier de la Gravière ou aux provinces, par exemple. À quand le développement de boutiques pour réparer l'électronique et le petit électroménager, de ressourceries permettant de récupérer, valoriser et remettre dans le circuit des produits qui encore aujourd'hui ne peuvent avoir l'accès à une seconde vie? Bref, vous l'avez compris, des propositions concrètes peuvent être faites aux communes de la conférence territoriale des maires de Val d'Iseron et nous souhaitons que vous portiez ces 6 propositions auprès d'eux pour l'élaboration du projet de territoire de la CTM Val d'Iseron. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Olivier Koupiak. Merci, Monsieur Replumaz. Monsieur Koupiak, pensez à mettre la petite Charlotte si vous enlevez le masque. Voilà. Alors, pour ma part, je voulais aborder un point plus général qui traite des relations entre les différents acteurs, donc de la gouvernance, et voilà, des relations entre les différents acteurs de ce pacte métropolitain. Alors, en comparaison du premier pacte qui avait été voté en 2015, qui proposait une série de 29... Merci, un peu de fond sonore. Non, je plaisante. Oui, donc je disais, voilà, en comparaison de ce premier pacte qui proposait une série de 29 thématiques de possibles collaborations, là, celui-ci donc s'est restreint à 7 axes stratégiques prioritaires. La conférence territoriale des maires pouvant par ailleurs définir d'autres sujets dont elle souhaite se saisir. Donc on va avoir, vous l'avez dit en propos liminaire, on va avoir ce projet territorial qui va être réalisé en conférence territoriale des maires d'ici la fin de l'année, dans lequel des projets du mandat précédent pourront être aussi inclus. Donc là, c'est résumé ainsi dans le pacte, la conférence territoriale des maires devient, ou les conférences territoriales des maires deviennent des espaces d'initiative pour le développement intercommunal. Donc il y a plusieurs points intéressants dans cet esprit et qui nous paraissent dignes d'être notés et cités ici. On a d'une part donc, plusieurs éléments qui permettent de faciliter la collaboration entre les communes et la métropole. Alors d'une part, l'assistance dans les réunions du Conseil territorial des maires d'un agent de la métropole qui prépare les séances, veille au bon déroulement, assure le suivi. Bon, ça c'était le cas déjà dans le précédent mandat. Mais d'autre part, ça c'est nouveau, il me semble, un traitement plus local des relations entre la CTM et la métropole, avec la participation annuelle des conseillers métropolitains sur la CTM de leur circonscription. Donc ce qui est appelé la revue territoriale. On a d'autre part un meilleur contrôle des avancées avec en premier lieu la mise en place d'un groupe de suivi du pacte composé des maires de la conférence métropolitaine, une clause de revoyure qui est prévue en décembre 2023 et enfin un bilan annuel aussi en conférence métropolitaine. Ensuite, pour parler des moyens financiers qui sont mis à disposition, donc vous l'avez évoqué, le duo FIC et Prox dont on a parlé tout à l'heure, qui en tout cas, au-delà de discuter sur le volume, nous paraissent intéressants parce qu'ils sont appuyés sur une répartition claire des fonds en prenant en compte le nombre d'habitants et les kilomètres de voirie sur les communes.
plus une enveloppe pour financer les suites des permis de construire, donc liés au réaménagement de l'espace public. Et enfin, un rôle important qui est donné aux conseils municipaux, qui, je cite la page 14, pour qui l'information fluide et régulière sur les projets et actions de la métropole est primordiale. Alors, plusieurs échéances viennent préciser cette ambition. La première, c'est celle auquel on est amené à participer aujourd'hui. La deuxième sera les délibérations, les débats sur le projet de territoire à la fin de l'année. Mais d'autre part, les débats dans le cadre de la mise en œuvre des actions du pacte et des délibérations portant sur les conventions entre métropoles et les communes. Alors, nous souhaiterions là-dessus savoir si vous seriez favorable, Madame le maire, au principe d'associer les conseils municipaux aux discussions sur la mise en œuvre de ce pacte. Nous souhaiterions notamment bénéficier d'un retour à la suite des réunions des CTM et des réunions de conférences métropolitaines. Donc ça, c'est ce qui est pour le mouvement descendant de l'information. Et pour la partie ascendante de l'information, il serait intéressant de prévoir des réunions préparatoires en commission générale, en amont de CTM, pour permettre de faire remonter les contributions des conseils municipaux. Je vous remercie. Merci, Monsieur Koupiak. D'autres interventions ou réactions? Je vous laisse les uns et les autres réagir à ce qui vient d'être dit ou des réactions supplémentaires. Tu veux? Madame Boiron. Merci Madame le maire. Juste une petite question, je pense que j'ai peut-être mal compris, donc je préfère m'exprimer pour être sûr par rapport à l'intervention qu'a fait Monsieur Gillet, qui était justement à la métropole, comme Madame le maire aussi. Moi, dans l'intervention, j'ai pas compris le fait que, au mieux, je crois avoir compris que le fait, dans le cas de ne pas participer, de ne pas être pour, ça va éliminer 100 fois dans certains projets que la métropole porte sur notre territoire. Donc, moi, je pense qu'une métropole qui réunit 59 communes, etc., sur un intérêt, j'imagine, général par rapport à toutes les communes qui font partie de cette métropole, je trouve un peu aberrant et quelque part ça me choque, je le dis, donc je pense que peut-être j'ai mal compris, c'est pour ça que je demande une explication, parce que s'il faut être pour avoir la sécurité de pouvoir avoir des projets, que je ne sais pas si vous entendez, j'entends très mal de mon micro, si on doit voter pour être sûr que quelqu'un écoute les projets qu'on doit être portés par la métropole sur notre territoire, alors là, je suis vraiment sous le choc. Madame Bazaille. Surtout que ça n'est pas l'expérience qu'on en a eue, notamment sous l'ancien mandat, lorsque M. Gillet effectivement siégeait à la métropole. Sur bien des sujets, on a eu à s'opposer, ce qui n'a pas empêché effectivement de continuer, dans la majorité des cas, sur des travaux, alors même qu'on était clairement opposé à du sujet qui nous était présenté par la métropole. Donc je rejoins totalement ce qui vient d'être dit par Madame Boiron. D'autres interventions, réactions, remarques sur le fond aussi, hein, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur parce que en fait les interventions que nous avons eues jusqu'à maintenant étaient plus une critique de l'action municipale que finalement une vision du pacte. Alors vous, Monsieur Depardieu, ce que vous amenez, c'est la critique sur les axes stratégiques, c'est-à-dire pas tellement du pacte, mais de la vision politique métropolitaine d'Europe Écologie Les Verts et de Monsieur Bernard. C'est tout à fait votre droit d'être contre la politique qui est menée, et j'entends. Les autres, ils sont plutôt favorables, donc vous me déclinez tous les axes en me disant ce que ça aurait de bien, et j'entends peu sur le pacte de cohérence métropolitain, c'est-à-dire ce qu'il est vraiment. Et à part vous, un peu Monsieur Koupiak, qui a amené vraiment les choses sur le pacte de cohérence métropolitain, puisque, voilà, mais vraiment très légèrement et d'une seule vision. Donc, effectivement, c'était plus une critique de... Vous me laissez terminer, on a laissé la parole à tout le monde et à tous ceux qui veulent l'apprendre. Plus une vision, une critique de l'action municipale. Donc, c'est un petit peu dommage, parce que ce qui aurait été bien, c'est de parler de l'outil en lui-même. Est-ce que l'outil est pertinent dans une... Madame Bazaille, je vous laisse vous exprimer. Non, effectivement, moi je voulais revenir sur quelques points particuliers, notamment sur la déclinaison qu'a fait Monsieur Replumaz du pacte en rapport notamment avec le développement économique, et il a exprimé en déclinaison un certain nombre de points, notamment il a parlé des espaces de coworking et la déclinaison qu'il souhaitait pouvoir en faire sur le territoire de Sainte-Foy.
Ça, c'est un sujet qui est en discussion depuis des années. Et nous n'avons pas l'habitude de plaquer les choses. Et ça, on l'a dit maintes et maintes fois. On a toujours, et j'ose le dire, on a toujours travaillé en lien direct avec les acteurs économiques. Aujourd'hui, cette notion et cette idée d'espace de coworking, c'est quelque chose qui est toujours à travailler, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un espace, il ne suffit pas d'avoir un lieu, ce n'est pas que ça, les espaces de coworking. C'est aussi derrière des gens qui ont envie d'y aller, un véritable besoin, et derrière une organisation qui suivrait. Donc c'est pas simplement un espace. Derrière, effectivement, lorsque vous parlez des cellules vides, comme celle que vous avez énoncée sur le boucher de la Grande Rue, nous n'avons pas la main sur ces cellules-là. Par contre, ce que nous faisons et ce que nous avons fait jusqu'à présent, et on le voit effectivement notamment dans le centre, on a favorisé l'installation lorsque les propriétaires étaient prêts effectivement à accueillir des commerces tels que vous avez vus, absolument, et dans un objectif qui était le nôtre et qui était de pouvoir développer effectivement cette Grande Rue. Donc les choses ne sont pas à plaquer comme ça. Nous ne travaillons pas sur des idées doctrinaires, sur des idées qui vont nous être plaquées. Nous travaillons d'abord et avant tout avec les gens qui nous entourent, avec ces acteurs économiques, avec ces Fidésiens. Tous nos projets ont été portés comme ça. Nous ne plaquons pas les idées, Monsieur Replumas. Et c'est pas ce que nous souhaitons, notamment au regard de ce qui nous est proposé par la métropole. Et puis, juste pour terminer de façon très ponctuelle sur les commerces, parce que ça a pris une grande place dans votre intervention à tous les quatre, nos commerces fonctionnent bien. Ne laissez pas croire en conseil municipal qu'il y a désertification commerciale à Sainte-Foy. Ne laissez pas croire qu'ils sont à l'agonie. Nos quartiers et nos polarités commerciales à Sainte-Foy, vous en avez oublié d'ailleurs dans le listing, c'est bien dommage. Nos polarités commerciales fonctionnent bien. Elles fonctionnent bien. Et ça, c'est une particularité à Sainte-Foy, le commerce de proximité. Alors, vous pouvez appeler ça ou considérer qu'il y en a marre du village gaulois, n'empêche que les Fidésiens, eux, ils vivent la proximité et ils font vivre leurs commerçants. Et ça se passe très bien. Donc ne laissez pas croire qu'il y a agonie commerciale, ne laissez pas croire qu'il y a désertification commerciale, c'est bien dommage. Par contre, moi j'aimerais bien qu'on revienne sur l'ensemble du pacte de cohérence métropolitain. Si vous voulez, en commission, nous pourrions avoir des débats sur les 7 axes stratégiques. Et pour ceux qui étaient présents à la commission, j'ai démarré par ça, en disant, nous sommes, évidemment, les 7 axes stratégiques sont des axes sur lesquels nous pouvons, évidemment, nous positionner, et j'ai démarré par ça. Je voudrais quand même revenir sur les interventions avant de vous donner peut-être on va dire une position de la majorité municipale sur le pacte. Oui, je reviens et je termine sur les autres. Allez-y, Monsieur Fugier, allez-y. J'avais pas vu la main levée, allez-y. Enfin, pour terminer, donc en revenant sur le pacte et en lisant le pacte, je vais être très court. En lisant le pacte, moi je ne vois pas en quoi, comme c'est indiqué sur la 3e page, que les CMT au niveau de circonscription se verraient attribuer une autonomie renforcée. Je ne vois pas ça. Par ailleurs, je ne vois pas non plus, comme c'est indiqué, en quoi le regroupement par circo apporte quelque chose à la circonscription. Je ne vois pas ce que ça peut apporter. Et enfin, l'impression générale, quand je lis ce document, j'ai une impression générale de perte d'autonomie des communes. J'ai une impression de fausse ou très partielle possibilité de synergie au sein des CMT dans la gestion des projets. Il me semble que ça va être une bataille permanente. De futures difficiles décisions concertées sur des projets qui pourraient être communs et une impossibilité totale sur des projets qui ne le seraient pas. Voilà, ça c'est l'impression générale que j'ai. Alors, je ne connais pas, je dois l'avouer, parce que j'ai pas eu le temps de le lire, le pacte précédent. Donc, je peux difficilement comparer, mais en lisant ce pacte, voilà, je comprends pas. Et bien sûr, je voulais le rajouter, mais Madame le maire vient de le dire, sur les 7 axes, on peut être que d'accord. Je ne vois pas comment on peut être contre les 7 axes, mais ils sont tellement décrits de manière générale qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, donc on ne peut pas être contre. Et pour les 6 domaines de coopération, pardon ? S'il vous plaît, on vous a laissé parler. S'il vous plaît, vous laissez parler. Et enfin, et je terminerai avec ça, sur les 6 domaines de coopération, c'est pareil, on ne peut pas être contre. Il faut voir ce qu'il y a dedans, mais comme ça, après, on ne peut pas être contre. Voilà, c'était ce que je voulais donner comme impression générale quand j'ai lu le pacte de cohérence de la métropole. Merci, Monsieur Fugier. D'autres interventions, peut-être, avant que...
Alors, moi, je voudrais démarrer peut-être en réaction à vos interpellations ou à vos remarques. Je vais commencer par vous, Monsieur Gillet, dans la continuité de ce qu'a dit Madame Boiron. Je suis très étonnée, évidemment, vous vous en doutez de votre intervention, Monsieur Gillet. Nous n'appartenions pas au même groupe politique au sein de la métropole de Lyon. Toujours est-il que vous avez voté à 99,1%, je dirais, les mêmes choses que moi sur l'ensemble du mandat. Donc, je suis très étonnée. Et puis, si on accepte ce que vous dites, ça s'appelle du clientélisme. Ça veut dire que quand on est d'accord, on fournit, quand on est d'accord, on l'est pas. Eh bien, c'est pas ce que nous avons vécu. Nous n'avons pas vécu de clientélisme sous le mandat précédent. Et je suis d'autant plus étonnée que M. Kimmelfeld a été quand même président pendant 3 ans de la métropole de Lyon. Vous l'avez rejoint sur ces listes métropolitaines. Donc, est-ce à dire que M. Kimmelfeld ne donnait qu'à ses amis sur les 3 dernières années? Je suis très étonnée. Le travail que nous avons mené au quotidien avec la métropole de Lyon sur toutes les années, sur le mandat précédent, va en contradiction de ce que vous dites. Et là, je reviens sur d'autres choses que vous avez annoncées. Monsieur Schmitt, vous dites la métropole, c'est 2 fois plus d'interventions. La métropole à Sainte-Foy, 6 millions d'euros. 306 millions d'euros, FIC plus Prox. Je parle de 2020 et ancien mandat. 306 000 euros, millions. Excusez-moi, je suis désolée. 306 000 euros, pardon, Monsieur Schmitt, excusez-moi. Donc, 306 000 euros, c'est le FIC et la Prox. Et après, il y a la PPI. Et après, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je me suis bien tenue, j'ai interrompu personne aujourd'hui. Hein. Voilà, on fait pareil. Non, mais c'est vrai, je me suis très très bien tenue, malgré les critiques incessantes. C'est 306 000 euros par rapport au pacte. Donc, je reviens sur le pacte. Le pacte ne règle pas tout, d'accord? Je reviens sur l'enveloppe financière du pacte. Nous avions jusqu'à présent 306 000 euros. D'accord. Après, il y a la PPI et le reste, et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais c'est pas le pacte qui règle ça. Donc, il faut rester dans le pacte et dans ce qu'il est. Donc, je voulais faire cette intervention-là. Monsieur Koupiak, vous êtes le seul à parler de gouvernance, j'en suis très contente, avec Monsieur Fugier. J'y reviendrai. Alors, évidemment, on nous met un secrétaire le jour d'une CTM. Encore heureux. Il manquerait plus que ça. Nous avons un coordonnateur territorial, Monsieur Rémi Nouveau, qui était avec nous le soir de la commission aussi. Mais ce qui est dommage, Monsieur Koupiak, c'est que vous ne parliez pas du reste. C'est-à-dire que siège en CTM le cabinet de Monsieur Bernard, pour bien écouter ce qui se dit. Siège en CTM à chaque fois un vice-président qui n'a rien à voir avec la CTM, qui connaît rien au problème de la CTM. Et quand on dit, mais notre autonomie de CTM et de maire, parce que les CTM ne regroupent pas les conseillers métropolitains. Les CTM ont autour de sièges dans les CTM les maires. Ce sont des conférences territoriales des maires. On n'est pas sur une émanation directe du conseil municipal, du conseil métropolitain. On est sur les maires du territoire. Siège, alors évidemment, c'est d'autant plus pour nous ennuyeux et ça m'interpelle d'autant plus que nous avons gagné la circonscription. Donc déjà, on se pose beaucoup de questions. Et évidemment, ce que je vous dis, Monsieur Bernard le sait, puisque nous avons posé nos questions. Lorsqu'on refait monter ça à la métropole de Lyon, on nous dit, mais vous comprenez, il faut qu'on soit à même de répondre à vos questions. Je peux vous jurer que depuis le début du mandat, dans les conférences territoriales des maires, que ce soit le cabinet de Monsieur Bernard ou le VP, il tombe des nues à chaque question. Il est au courant de rien. Il vient juste écouter ce qui se passe. Donc, ce qui aurait été bien, Monsieur Koupiak, c'est de pas seulement regarder l'administratif qui vient pour faire des comptes rendus et envoyer des mails. C'est vraiment de parler du fond et ce à quoi sert une conférence territoriale des maires. Voilà. Et ça, c'est quand même un signal assez particulier de gouvernance que de faire siéger un VP qui n'a rien à voir avec la circonscription, la CTM, excusez-moi, et représentation du cabinet de Monsieur Bernard. Et puis, c'est pas la secrétaire qui vient. On est bien d'accord. Donc, c'est dommage que vous l'ayez pas abordé. Je voudrais dire aussi que la ville de Sainte-Foy a voté favorablement le pacte sous l'ancien mandat. Donc, il ne faut pas laisser croire qu'à un moment donné, on n'est pas capable de comprendre ce qui se passe. Nous avions donné un avis favorable, avec des réserves, mais nous avions donné un avis favorable à ce moment-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Juste pour pas oublier, Madame Bataille a répondu sur l'économie. Les axes stratégiques, je n'y reviens pas. Voilà, je crois que c'était à peu près tout en général. Donc, je ne reviendrai pas sur chacune de vos interventions. Excusez-moi, c'est votre façon de voir les choses. Donc, ce que je voudrais, moi, et pour le coup, je vais enlever mon masque pour pouvoir vous parler de façon plus
plus solennel aujourd'hui. Moi, ce que je voudrais rappeler à tout le monde aujourd'hui, c'est que ce pacte de cohérence métropolitain, c'est vraiment, je dirais, le document qui organise la relation entre la métropole et les communes. Et pour certains points, via les conférences territoriales des maires. Ça, c'est très important. Donc, on est bien, Monsieur Koupiak, et ce sera la seule chose sur laquelle je vais vous donner raison, on est bien sur la gouvernance. Donc, c'est vraiment le document qui organise la gouvernance en métropole de Lyon. Et ça, c'est important. 59 communes, le territoire de la métropole de Lyon, 1 400 000 habitants. D'accord? Donc, c'est vraiment le document qui organise cette gouvernance. Alors, vous le savez, nous faisons partie de la conférence territoriale des maires Val d'Iseron. Et pour mémoire, parce que c'est important que tout le monde se le rappelle, sous le mandat précédent, nous n'étions pas dans la même conférence territoriale des maires, nous étions sur l'Aune et Coteaux-du-Rhône. Et tout le monde, et c'est pas la peine de le cacher, hein, donc nous avons basculé sur ce mandat sur la CTM Val d'Iseron pour être en conformité avec la circonscription électorale, puisque nous étions sur une CTN l'Aune et Coteaux-du-Rhône, alors que nous étions en circonscription électorale ouest avec Tassin, etc. Il me semblait tout à fait logique, et je pense que tout le monde a suivi cette volonté de mettre en cohérence la circonscription électorale et la conférence territoriale des maires. Alors même que nous savons tous que la raison pour laquelle Sainte-Foy est passée sur la circonscription électorale ouest est purement électoraliste, puisque le but c'était, et l'histoire nous a donné raison, évidemment, sur ces élections métropolitaines. Voilà, mais ça nous semblait tout à fait cohérent, et c'est une vraie volonté municipale, et vous avez suivi cette décision. Elle était d'ailleurs déjà en suspens sous le mandat précédent. Donc nous avions voté ça. Alors, nous sommes... voilà, Sainte-Foy appartient à cette métropole, conférence territoriale des maires de Val d'Iseron. Je vais rejoindre sur le principe ce que tout le monde dit. Il est primordial d'avoir une réelle coopération entre la métropole de Lyon et les communes de son territoire. Ça me semble important. D'ailleurs, c'est ce qu'a souhaité le législateur. Hein. Donc, excusez-moi, mais tout ça, c'est la loi MAPTAM qui s'applique. Hein, c'est bien le législateur. Et c'est primordial, selon moi, pour le bien-être des habitants, pour la qualité de vie, évidemment, dans nos communes. Mais tout ça dans le cadre, évidemment, de projets que ces mêmes habitants, à un moment donné, ont voulu par le suffrage universel direct. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut que notre coopération, elle soit évidemment du côté des élus municipaux vers la métropole, mais n'oublions pas que tout ça, c'est pour le bien-être d'habitants qui se sont évidemment exprimés pour des élections municipales et pour des élections métropolitaines. Donc, tout ça, eh bien, je crois que c'est important à redire. Et c'est pour ça, je peux vous le dire, que depuis des semaines, ce pacte de cohérence métropolitain a plus qu'attiré mon attention et l'attention des maires de la CTM Val d'Iseron et globalement de tous les maires. Je peux vous assurer que ça fait un moment que nous travaillons ce pacte, en tout cas avec le peu d'éléments que nous avons, mais avec les éléments que nous avons, parce que ça nous semble primordial. Là-dessus, je vous rejoins tous. Alors, moi, je crois que tous les mots ont leur importance. Ce document s'appelle un pacte de cohérence. D'accord ? Alors oui, il doit y avoir une cohérence entre l'échelon communal et l'échelon métropole de Lyon. C'est primordial, cette cohérence, en tout cas, me semble-t-il. Et la cohérence, elle suppose bien sûr le respect de l'échelon communal, me semble-t-il. Et respecter l'échelon communal, c'est tout d'abord prendre en considération les réalités locales, les spécificités locales. Madame Bazaille, vous êtes exprimée en disant que c'est dommage de plaquer des choses. Hein. Donc c'est vraiment les contraintes aussi locales, parce qu'il n'y a pas que des choses bien au local. Il y a aussi des contraintes que l'on doit respecter. Ça, c'est de la cohérence. Et puis, comme il s'agit d'un pacte, excusez-moi, mais dans notre vie personnelle, nous avons tous à un moment donné pactisé avec quelqu'un. Et tout pacte repose sur la confiance. C'est primordial qu'il y ait une confiance pour pactiser. Donc, pour arriver à un pacte. Les mots ont leur importance. Ils ont été choisis à bon escient. Hein. Je vous rappelle qu'on a une collectivité territoriale qui est neuve, qui n'a pas d'ancienneté, qui n'a pas d'exemple sur le territoire. Donc, le législateur a voulu justement mettre en cohérence l'échelon communal et cet échelon territorial, et il a voulu que ça se fasse dans le sens d'un pacte. C'était pas simplement une délibération, autre chose. Les mots ont leur importance. Et je crois que les interventions, même si ça n'a pas été dit comme ça, je vous accorde le bénéfice du doute pour que vous soyez bien dans cette optique-là, malgré les critiques. Alors,
moi, ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est que tant sur la forme que sur le fond, parce qu'il y a la forme, le pacte, qu'est-ce que c'est, et ce qui est écrit dedans. Tant sur la forme que sur le fond, je suis désolée de vous dire que ce pacte de cohérence métropolitain, eh bien, il est un ensemble de propositions qui, justement, sont contraires à une réelle coopération qui est nécessaire pour nous tous, pour nos habitants, et qui, de fait, remettent pour moi en cause la confiance et donc la cohérence. Je démarre sur la forme et sur la méthode. Ne croyez pas que nous avons travaillé ce pacte de façon très, très étroite. Une conférence métropolitaine des maires, je compte pas celle où il y a eu le vote, parce qu'on n'a pas travaillé, c'était le vote. Une conférence métropolitaine des maires, une CTM, 3 groupes de travail global. Nous n'avons pas travaillé par CTM, nous avons travaillé globalement. Donc ça, c'est quand même à dire. Une élaboration du pacte qui se fait à marche très forcée pour les communes. Le calendrier était restreint, très restreint, puisque nous devions délibérer au 15 mars en métropole, ce qui fait que le travail, évidemment, n'a pas été suffisamment approfondi, y compris au niveau technique et opérationnel. Parce que les intentions, c'est bien, mais il faut du technique et de l'opérationnel. N'oubliez pas que derrière, pour mettre en œuvre le pacte, il y a des services municipaux et métropolitains. Donc ça aurait été plutôt bien. Et puis, bien évidemment, sur la forme, je suis désolée, mais les décisions sont prises de façon unilatérale, alors qu'elles impactent notre commune, qu'elles impactent le territoire de l'Ouest, c'est-à-dire l'ensemble de la CTM, voire plus loin. Ça veut dire qu'au quotidien, sur le terrain, l'écoute, la concertation avec les habitants, les acteurs associatifs locaux, tout ça n'est absolument pas systématique, voire n'existe pas du tout. Et c'est regrettable. Pourquoi ? Parce que force est de constater que l'exécutif métropolitain ne connaît absolument pas les réalités locales et prend ses décisions de façon totalement hors sol et gagnerait peut-être à écouter ce qui se passe dans chacun des coins des territoires. Alors je vais aller au-delà de Sainte-Foy parce que sinon je remettrai tout à l'heure la polémique sur des sujets. Allez, ne regardons pas que nous, Monsieur Schmitt, sortons de notre petit village. Position totalement unilatérale sur le pont de Vernaison. Totalement unilatérale. Je ne parle même pas de notre CTM parce qu'on va croire que j'amène la couverture à moi. On va éviter. Totalement unilatérale. Imposer. Une mise en censure. Alors déjà, l'abandon de la création et l'abandon de la remise en état. Qu'est-ce qu'on fait? On met à sens unique. Il y a moins de voitures qui passent, mais on laisse les camions. Totalement unilatérale. Je vous parle de création de pistes cyclables, décidées de façon unilatérale, même à des endroits où ça n'allait pas, sur lesquels aujourd'hui on revient, alors qu'il aurait été vachement plus simple. Et on aurait gagné du temps de dire, vous pensez que là c'est bien? Pas du tout. Décision unilatérale. Donc si vous voulez, de belles intentions pour l'instant, mais des décisions qui ne sont pas du tout en adéquation. En tout cas, ce que nous avons vécu depuis le mois de septembre. Je laisse l'installation de juin et de juillet. Et puis, à côté de ça, il y a un manque de prise en compte de l'avis des maires qui est incroyable. Incroyable. Alors, je laisse l'argument politique qui expliquerait qu'on s'assoit sur les maires. Parce qu'encore une fois, je pense, et vous le savez, sur Sainte-Foy, à la décision récente de la mise en sens unique de François Forest, alors que depuis le mois de septembre, nous supplions la métropole de regarder les choses différemment, de nous produire des études. Je pense à l'annonce du président de la métropole, Bruno Bernard, et du Citral, d'un plan de mandat à la presse concernant les transports, sans aucune information et encore moins de concertation avec les maires, où l'on apprend notre transport par câble, l'abandon du projet du métro E, si important pour l'Ouest métropolitain, et ça, c'est totalement inconcevable et intenable. Alors, en plus, on nous fait croire à de la concertation future. Je parle de la forme, hein. Je n'engagerai absolument pas la discussion sur le fond. D'accord? On n'est pas là pour le fond. Je parle sur la forme, et j'insiste bien. La discussion sur le fond et sur ces projets, nous les aurons dans un autre temps. Là, je parle bien du pacte de cohérence métropolitain qui suppose la... Et sur la forme, on nous parle de concertation future alors que tous nos bus annoncent le transport par câble. Alors, si c'est pas ça, s'asseoir sur l'avis des maires, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, vous voyez que cette attitude, cette approche, je ne vais pas aller plus loin sur les exemples, hein, c'est juste des exemples sur la forme.
Cette attitude et cette approche, vous le voyez, sont en rupture avec des intentions de cohérence, avec des intentions de confiance. C'est pas possible. Alors maintenant, je vais venir sur le fond. Vous voyez, je vais assez rapidement parce que je pourrais vous donner une liste d'arguments. Et ça rejoindrait un petit peu, Monsieur Fugé, ce que vous disiez tout à l'heure. Sur le fond et donc sur les propositions de coopération et sur la mise en œuvre du pacte. Alors, je ne reviens pas sur les 7 axes stratégiques. Évidemment, les 7 axes stratégiques, nous pouvons collectivement, donc je ne parle pas que de Sainte-Foy, je parle au niveau de la CTM, nous pouvons collectivement nous retrouver dans ces 7 axes, puisque trame verte, trame bleue, mode doux, etc. Je pense que les décisions que Sainte-Foy a prises depuis des années vont dans ce sens, et nous n'avons pas attendu qu'ils soient posés sur un pacte de cohérence métropolitain. Et je vous rassure, au niveau de la CTM, avec les 7 maires, avec les 6 autres maires de cette CTM, évidemment, je peux vous assurer que nous parlons de tout ça. Donc, je ne reviens pas sur la revitalisation des centres-bourgs, j'en ai parlé tout à l'heure. Moi, ce que je déplore déjà, c'est que, et nous avions fait la demande à Monsieur Bernard, nous avions demandé à Monsieur Bernard fortement que, dans une cohérence territoriale et à l'échelon conférence territoriale des maires, qu'un huitième astre stratégique soit inscrit, qui est la sécurité. Évidemment, on nous dit non parce que ce n'est pas de la compétence métropolitaine. Si les villes attendaient que ce ne soit que de sa compétence pour intervenir, ce serait pauvre, notre service public à Sainte-Foy. Il y a une vraie volonté. Nous l'avons demandé de façon forte, quelle que soit la tendance politique d'ailleurs, je tiens à le signaler, quelle que soit la tendance politique. Ne pas mettre parmi les axes stratégiques la sécurité des biens et des personnes, la sécurité des habitants de la métropole, c'est méconnaître complètement les réalités locales de cette métropole. Et encore une fois, d'être dans une idéologie et d'appliquer cette idéologie de façon uniforme sur un territoire. Alors ça non plus, ça ne peut pas conduire à la cohérence des territoires et à la confiance des territoires. Et puis, deuxième point sur le fond et les propositions du pacte, je ne vais pas détailler, je parlerai du projet territoire dans une minute. Moi, je voudrais revenir sur les budgets alloués. 200 millions d'euros pour 10 CTM, 59 communes sur 6 ans. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Sur 6 années. 200 millions d'euros. C'est vous dire à quel niveau l'exécutif métropolitain place les besoins des communes. 118 millions pour les aménagements de voirie. Je précise au passage que c'est des compétences obligatoires de la métropole, puisque la communauté de communes à laquelle nous appartenions avant, et le fait que Sainte-Foy soit rentrée dans une communauté de communes, c'est quand même pour déléguer des compétences, notamment de voirie. Donc on parle bien de la compétence première de la métropole, qui est la voirie. Et on nous fait croire que c'est fabuleux, c'est de sa compétence. Alors 200 millions d'euros pour 6 ans, 10 CTM. 118 millions d'euros en ce qui concerne le FIC et la Prox, et 82 millions pour tout le reste. Alors moi, je vais vous donner un petit peu des chiffres pour la CTM. Et vous allez me dire si ça veut dire de la coopération, de l'entente, de la confiance. Pour Val d'Iseron, 2020, je vous donne juste 2020, je ferai polémique après. 1 463 000 euros pour l'année 2020, fixe et Prox réunis. D'accord ? FIC et Prox. À partir de 2021, nous serons à 1 230 000 euros. Ça fait environ 200 000 euros de moins. Avec une commune en plus dans la métropole, dans la CTM. Une commune en plus. Donc, loin d'équilibrer, alors je suis d'accord, le nouveau calcul avec les mètres carrés de voirie et les populations, c'est très bien. C'est très bien. Mais force est de constater que ça baisse. Et pour Sainte-Foy, nous avions 306 000 euros en additionnant les deux en 2020. Nous passons à 280 000 à partir de 2021. Pour les deux réunis. D'accord ? Et pour ce qui est de notre enveloppe territoriale, donc au niveau de la CTM, vous l'avez, 1 230 000 à partir de 2021. Sachant que pour l'enveloppe des 82 millions d'euros, alors oui, vous avez raison, c'est génial les axes stratégiques. C'est très bien le projet territorial, le projet de territoire. Et croyez-moi, avec les maires de la CTM, nous avons déjà commencé à le travailler. D'ailleurs, tous nos courriers à Monsieur Bernard vont dans le sens d'un travail commun,
puisque nous avons les mêmes axes, justement, et les mêmes objectifs sur nos communes. Ne vous inquiétez pas, nous savons travailler ensemble. Il n'y a aucun problème là-dessus. En revanche, aucune clé de répartition. Parce que si au final, ça se termine, on est 7, on divise par 7. Parce que 82 millions d'euros, chez nous, on aura 5 millions au total, hein, sur 6 ans. Hein. Nous aurons 5 millions sur 6 ans. Pas par an, hein, sur 6 ans. Pour 7 communes. 7 communes, 5 millions sur 6 ans. Parce que si au final, excusez-moi du peu, ça revient à diviser 5 par 7 et que chacun dans son coin fait ses petits aménagements. Monsieur Replumaz, le coworking. Super, ça c'est un projet de territoire. On va demander de l'argent pour faire un projet de coworking pour nous. C'est pas du tout l'esprit, monsieur Replumaz. L'esprit, c'est quel est le sens de ce projet de territoire. Et après, comment de façon opérationnelle il prend corps sur nos territoires. On va diviser 5 par 7 ? Je pense pas que ça, ce soit de la cohérence. Je pense pas que ce soit un pacte de cohérence que de faire ça. C'est simplement une clé de répartition que nous n'avons pas, évidemment, que nous n'avons pas. Ça s'appelle diviser pour mieux régner. En tout cas, moi, je le prends comme ça. C'est une réalité. Donc là, on est sur l'enveloppe globale. Autre chose aussi de très important, et c'est dommage que vous l'ayez pas lu ou que vous ayez passé, justement, la façon dont on travaille les budgets FIC et PROX et l'enveloppe allouée, elle tient compte de stock et de critères. Alors, je suis d'accord, Monsieur Koupiak, c'est très bien. Et nous avons là-dessus, évidemment, nous sommes allés dans le sens, hein, pour un nouveau calcul, tout le monde a été d'accord. Sauf que ce serait bien aussi de prendre en compte les flux. Je vous prends un exemple, Marcy-l'Étoile. Marcy-l'Étoile, d'accord ? Loïc Comin est maire de Marcy-l'Étoile. À Marcy-l'Étoile, petite ville, un budget, j'ai honte de vous le dire, 41 000 euros de FIC. D'accord ? En revanche, Marcy-l'Étoile accueille beaucoup d'emplois parce qu'il y a des entreprises installées. Donc, nous avons évidemment fait remonter, et je suis bien placée pour le savoir parce que c'était moi qui étais missionnée par la CTM pour travailler sur le volet financier. Nous avons fait remonter au président Bernard et à madame Geoffroy qui s'est occupée du pacte qu'il fallait absolument, dans la répartition financière de l'enveloppe, qu'on tienne compte aussi des réalités locales et des flux. Parce que quand on accueille un flux très important de salariés sur un territoire, c'est des déplacements, c'est de la voirie. On est bien d'accord. Et vous imaginez bien qu'on ne va pas faire une bande cyclable qui va aller de Lyon-Centre jusqu'à Marcy-l'Étoile. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Loin de là. Donc, nous avons porté ça. Nous n'avons pas été écoutés là-dessus. Les enveloppes territoriales ne sont absolument pas travaillées avec les réalités locales. Et c'est ça un pacte de cohérence. Un pacte de cohérence, il n'est pas aujourd'hui là pour pouvoir critiquer ou amender ou glorifier les 7 axes stratégiques. Il est là pour qu'on puisse discuter ensemble. Il aurait dû être ce qui est la relation entre des communes, des CTM et la métropole. Ce n'est pas possible dans ces circonstances-là. Donc il faut bien s'en rendre compte. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? FIC et PROX, pour moi le plus important. Le FIC qui reste d'initiative communale. Alors Sainte-Foy-les-Lyons, nous passons en 2021 en 142 000 et 140 000 de PROX, c'est pour ça les 280 000 j'additionne, et ce sera ça. Quelle est la particularité à partir de 2022 ? Nous n'aurons en autonomie que le fonds d'initiative communale, c'est-à-dire 140 000 euros. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, seul le FIC sera l'enveloppe financière qui nous permettra de faire les aménagements pour lesquels nous pensons qu'il y a nécessité sur notre territoire. La PROX est maintenant d'échelle métropolitaine, ce qui veut dire que c'est sur proposition de la métropole et projet de la métropole que la proximité va s'appliquer au niveau de la CTM. C'est plus au niveau de la commune, hein. C'est plus au niveau de la commune. À la commune, elle n'existe plus. Il faut pas se leurrer. Ce n'est absolument pas au niveau communal. Donc, les communes, à leur initiative, compte tenu de ce qu'elles connaissent de leur territoire et des réalités de terrain, n'auront à leur disposition que 140 000 euros par an. L'enveloppe PROX devient une enveloppe territoriale. Et là aussi, sur l'enveloppe PROX, est-ce à croire qu'on va diviser par 7 ? Alors, pour vous dire la vérité, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'enveloppe PROX, elle est de 625 000 euros pour 7 communes. Alors, si on divise par 7,
Ça fait moins de 100 000 euros. Là où on en avait 300 000 avant. Donc, résultat de ça, en termes de gouvernance, eh bien, c'est la volonté de faire disparaître l'échelon municipal. Et d'une décision, Madame la Tuilière, laissez-moi terminer, parce qu'il aurait été très bien que vous lisiez le pacte en termes de gouvernance, mais plus loin que ce ne l'a fait Monsieur Koupak. La réalité, elle est là. La réalité, elle est là. Elle est qu'aujourd'hui, nous n'avons plus que 200 millions d'euros sur l'ensemble des communes pour le FIC et la Prox, et pour ces axes stratégiques, et qu'à l'échelle territoriale, ce n'est même pas 200 millions d'euros qui est à la décision des communes. Il ne faut pas laisser croire ça. Ça n'est que le fonds d'intervention communale. Et ça, c'est important. Et bien évidemment, je ne reviendrai pas, et je voudrais terminer sur quelque chose qui là aussi m'a semblé important de façon plus générale. Cet outil pacte de cohérence métropolitain, il est totalement déconnecté des réalités métropolitaines. Alors non seulement des communes, des CTM, mais de la métropole, puisque nous avons une densification qui se fait à marche forcée dans notre métropole, sur l'ensemble des territoires métropolitains, voulus par la métropole de Lyon, et nous le voyons encore dans la modification du PLU numéro 3 que nous travaillons, et que nous serons amenés à vous présenter bientôt. Nous avons cette densification là aussi à marche forcée, et cet outil n'est pas du tout cohérent avec ça, avec des populations qui vont augmenter, des déplacements qui vont augmenter. Donc ce n'est absolument pas cohérent pour l'avenir. Donc un manque d'anticipation, un manque de prospective aussi, qui me fait poser beaucoup de questions. Et puis je voudrais terminer sur le plan, sur le plan pluriannuel d'investissement dont on parlait tout à l'heure. Alors effectivement, Monsieur Schmitt, vous avez raison. La métropole de Lyon n'accompagne pas, je parle en investissement sur les enveloppes, hein. Après il y a le service social, les Fidésiens, la métropole, mais je mets ça de côté, puisque là on parle bien du pacte de cohérence métropolitaine. Effectivement, il y a l'enveloppe PPI. L'enveloppe PPI. Pour mémoire, sur le mandat précédent, nous avons eu 3 projets que nous avions inscrits à la PPI. Nous en avions mis 4 et nous en avons eu 3. Ces 3 projets sont l'avenue Limbourg dans sa deuxième partie, qui était la continuité de la première phase. Nous avons eu le chemin des fonds en sens unique. Ça a été de la PPI, pas de la Prox, hein, parce que dès que vous touchez à des trottoirs, c'est très cher, et tout le monde le sait. Qui a été accepté au titre de la PPI. Et le 3e projet a été vous le savez, Bonan, le CD 42, mais qui s'est fait sur 2 mandats, puisque nous avons démarré sous le mandat précédent, et ça se continue sur des crédits qui sont encore sur ce mandat, puisque ça se termine. Donc sur 2021, il y avait encore des crédits. Une chose qui a été refusée, c'est le projet du centre, avec la place de l'église, que nous avions déjà un petit peu en tête, mais pour lequel il y avait un travail qui avait été commencé et qui a été arrêté. Donc je ne peux pas dire, et je mentirais, hein, en disant que nous n'avons pas été bien servis, même si j'aime pas bien le terme. Nous avons été accompagnés par la métropole de Lyon sur ces 3 projets. Et nous avons été accompagnés d'autant mieux que nous avons joué le jeu. C'est-à-dire que à la prise de mandat de 2014, très vite, la majorité autour de M. Collomb, puis après autour de M. Kimmelfeld, les réunions de travail nous montrent qu'il y a des projets qu'il faut parfois revoir, parce que le coût est trop important. Et notre volonté affirmée, vous le savez depuis longtemps, a été de contribuer aussi à cet effort en termes de dépenses publiques. Et la ville de Sainte-Foy a accepté que certains projets soient vus de manière un petit peu différente pour que ça puisse rentrer dans les équilibres budgétaires, ce que l'on peut comprendre et ce que tout le monde comprend. Donc je peux pas dire, et vous pouvez pas dire qu'on n'a pas été bien servi, c'est pas vrai. Parce que ces enveloppes-là, nous les avons eues. Aujourd'hui, nous sommes le 12 mars. Nous avons envoyé nos lettres d'intention PPI au mois d'octobre. Nous sommes le 12 mars. J'ai rencontré M. Bernard le 16 décembre. Aucune réponse sur les projets PPI que l'on voyait sur notre territoire et sur les projets de Sainte-Foy. Aucune réponse. Alors même que nous avons voté un budget avec une précision incroyable pour la PPI à 33 centimes près. Nous ne savons pas ce qui est prévu pour Sainte-Foy, pas d'informations alors que le budget est payé. Je n'ose imaginer comment vous auriez réagi si en présentant une PPI, nous n'aurions pas détaillé les projets que nous faisons sur Sainte-Foy. Eh bien voilà, nous avons voté, nous nous sommes vus soumettre un vote d'un plan pluriannuel d'investissement
Et nous savons même pas ce que nous avons voté. Rien. À 33 centimes près. C'était pas à la louche tant de centaines de millions d'euros. C'était à la virgule près. Donc des calculs déjà tout faits. Donc, pour terminer, un principe de subsidiarité qui n'est absolument pas à l'œuvre et qui est totalement méconnu de l'exécutif métropolitain, et je parle encore une fois sur la forme et sur l'opérationnel du pacte. C'était bien le débat d'aujourd'hui, et non pas sur les grands politiques métropolitaines. On est bien là-dessus. C'est la raison pour laquelle la majorité apportera un avis défavorable à ce pacte de cohérence métropolitain. Je voudrais juste vous faire part des votes, et quand vous me dites que c'est génial, sur l'ensemble de la métropole, en conférence territoriale des maires, 59 maires. Le pacte est adopté à 25 maires votent pour, 19 votent contre. Faites le calcul, il en manque 25 plus 19, ça fait 44. Il en manque 15 qui se sont abstenus. Vous ne pouvez pas dire que ce pacte de cohérence métropolitain et la gouvernance que propose la métropole soit plébiscité et soit même en confiance avec les maires. Excusez-moi, mais j'émets un doute. J'ai voté contre, je vous l'avais dit par contre le jour de la commission, donc je proposerai un avis défavorable et je voterai contre lundi, puisque nous votons le projet de pacte tel qu'il vous a été soumis lundi. Je voterai contre, je vous le dis pour que vous le sachiez déjà. Voilà, je soumets donc le pacte aux voix. Alors, ce qu'on va faire, je vais demander qui est favorable, qui s'abstient et qui est contre, d'accord? Donc, qui émet un avis favorable au pacte? Alors, Monsieur Schmitt, pouvoir Madame Torres, Monsieur Gillet, Monsieur Koupiak, Madame Mioubi, Monsieur Replumaz, Madame Latuilière. Qui s'abstient dans cet avis? Et donc, qui émet un avis défavorable? Donc, on va faire le reste, tout simplement. Donc, le projet de pacte sera soumis à l'exécutif métropolitain avec un avis défavorable de la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon. Voilà, je vous remercie. Pas de questions directes, pas de questions diverses. On est en conseil municipal exceptionnel. Merci d'avoir accepté cette heure parce que je sais que certains d'entre vous doivent vite retourner au travail. On se voit le 25 mars pour le conseil municipal. Et je ferai état, Monsieur Koupiak, des discussions qui aura lieu lundi, puisque nous passons des délibérations majeures lundi. Et voilà. D'accord ?